Bonjour à tous. Le cours de cette vidéo sera consacré à l'étude du choc entre deux particules opposées ponctuelles. Alors, d'une manière très détaillée, ce cours sera consacré à l'étude du processus de collision entre deux particules assimilées à des points matériels. Nous considérons que les deux particules ne sont soumises qu'aux forces internes qu'ils subissent mutuellement. Alors, comme le montre cette figure, la particule 1 de masse M1 et de vitesse V1 avant la collision, vitesse V'1 après la collision, la particule 2 de masse M2 et de vitesse V2 avant la collision et de vitesse V'2 après la collision. Alors, ces deux particules entrent en collision dans une région d'interaction qui est très limitée et dans un espace de temps qui est très court. Alors, pendant le choc, donc, les deux particules subissent des forces d'interaction mutuelle. Ça veut dire que la particule 1 il exerce une force mutuelle sur la particule 2 et à son tour, la particule 2 il exerce une force mutuelle sur la particule 1. Donc, nous considérons que les deux particules ne sont soumises qu'aux forces internes qu'ils subissent mutuellement. Ça veut dire, dans cette région-là, ça veut dire au moment de choc, on considère que les forces internes qui sont très grandes par rapport aux forces extérieures. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte des forces extérieures, on ne tient que des forces internes, des forces mutuelles entre les particules dans cette région d'interaction. Alors ainsi, avant et après le choc, les particules se déplacent en ligne droite avec des vitesses uniformes. Alors avant et après le choc, le mouvement des deux particules il est rectiligne uniforme. Ça veut dire que la vitesse elle est uniforme, elle est constante avant et après le choc. Alors l'objectif est de déterminer le mouvement après collision des deux particules connaissant la cinématique du système avant collision. Alors autrement dit, alors le but c'est de déterminer les vitesses V'1 de la particule 1 et V'2 de la particule 2 après la collision, ça veut dire après le choc, connaissant la vitesse V1 de la particule 1 et de la vitesse V2 de la particule 2 avant le choc. Alors qu'est-ce qu'on désigne par collision? Définition. Alors on parle de choc ou collision entre deux particules initialement isolées l'une de l'autre lorsqu'elles exercent l'une sur l'autre des forces relativement fortes que les forces externes pendant des laps de temps relativement courts, ça veut dire pendant des intervalles de temps qui sont courts et dans une région très limitée de l'espace est très petite. Alors ici on désigne donc par choc ou collision entre deux particules lorsqu'on considère donc la forte interaction des deux particules dans cette région-là qui est très petite et dans un intervalle de temps qui est très court, alors en comparaison avec les forces extérieures. La conservation de la quantité de mouvement. Dans un référentiel galiléen R, alors on considère deux particules 1 et 2, la particule 1 de masse M1, de vitesse V1 avant le choc, V'1 après le choc, la particule 2 de masse M2, de vitesse V2 avant le choc, V'2 après le choc. Alors ces deux particules, alors ça constitue un système isolé, ça veut dire pas d'interaction avec l'environnement. Alors ces deux particules, elles interagissent alors entre elles dans cette région d'interaction comme on l'a déjà expliqué. Alors donc dans cette région d'interaction, la particule 1 elle exerce une force mutuelle F1 sur la particule 2 et la particule 2 elle exerce une force mutuelle F2 sur la particule 1. Alors ces deux forces-là, c'est les forces internes, on les appelle les forces transitoires qui se produisent uniquement au moment du choc, pendant le choc. Alors ces deux forces F1 et F2, elles obéissent au principe d'action et de réaction. Ça veut dire, on parle de la troisième loi de Newton, F1 plus F1 égale le vecteur 0. Alors le système est donc pseudo-isolé. Pseudo-isolé, ça veut dire qu'il existe des forces mais qui s'appliquent sur les deux particules, mais la force totale, la résultante des forces, elle est non nulle. Elle est égale à 0. Système isolé, ça veut dire qu'il ne s'applique aucune force sur les deux particules. Donc pseudo-isolé, ça veut dire les forces, ça existe, mais la résultante des forces, elle est égale à 0. Dans tous les cas,
ou bien dans les deux cas, on a la somme des forces extérieures égale à F12 plus F21 égale à 0. Donc F12, c'est la dérivée de la quantité de mouvement de la particule 1 dp1 sur dt. F21, c'est dp2 sur dt. Alors, donc, ça donne d sur dt, P1 plus P2 égale à 0. Donc, ça veut dire que P1 plus P2 égale une constante. Autrement dit, P1 plus P2, ça veut dire la somme de la quantité de mouvement des deux particules avant le choc, égale à la somme de la quantité de mouvement des deux particules après le choc, qui est égale à constante. Avec P1, c'est M1V1, P2, c'est M2V2 avant le choc, P'1 égale à M1V'1 et P'2 égale à M2V'2, c'est la quantité de mouvement des deux particules 1 et 2 après le choc. La quantité de mouvement du système est la même avant et après le choc. Il y a donc conservation de la quantité totale de mouvement du système. Étude de choc dans le référentiel de laboratoire R. Alors, chaque particule peut posséder de l'énergie potentielle E de P qui ne dépend que de la position. Donc, l'énergie potentielle, il dépend de la position. Alors, comme le choc entre les deux particules se produit dans une région très petite de l'espace, la position des particules donc, ne change pas pendant ce POC. Ça veut dire que l'énergie potentielle est constante, donc ne varie pas. Alors, on sait que l'énergie mécanique égale la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, si l'énergie potentielle ne varie pas, la variation de l'énergie mécanique correspond donc à la variation de l'énergie cinétique. Alors, donc, on a delta de EM égale à 1 imprime moins EM égale à delta de EC. Alors, delta de l'énergie potentielle égale à 0, du fait que l'énergie potentielle est constante. Alors, avec EM, c'est EC1 plus EC2, donc c'est la somme de l'énergie cinétique de deux particules avant le choc. Et EM' égale à E'C1 plus E'C2, la somme de l'énergie cinétique des deux particules après le choc. Alors, si les forces intérieures sont conservatives, l'énergie mécanique est conservée, d'où EM égale à E' de N. Donc, ça veut dire que la somme de l'énergie cinétique avant le choc, EC1 plus EC2, égale à la somme de l'énergie cinétique après le choc. Donc, on parle de la conservation de l'énergie cinétique. Alors, le cas opposé, où les forces internes ne sont pas conservatives, donc il y a dissipation de l'énergie. Ça veut dire que la somme de l'énergie cinétique avant le choc n'est pas égale à la somme de l'énergie cinétique après le choc. Donc, il y a une quantité d'énergie qui s'ajoute. Donc, on parle ici de la dissipation de l'énergie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conservation de l'énergie cinétique. Alors, dans ce qui suit, donc, on va traiter les deux cas. On va traiter le cas où il y a conservation de l'énergie cinétique, ce qui correspond alors à un choc élastique. Et on va traiter le deuxième cas, ça veut dire où il n'y a pas de conservation de l'énergie cinétique, qui correspond au cas de choc inélastique. Choc élastique, définition. Alors, on parle d'un choc élastique lorsqu'il y a conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire conservation de l'énergie cinétique. La conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique donne donc M1V1 plus M2V2 est égal à M1V'1 plus M2V'2. Donc la somme de la quantité de mouvement des deux particules avant le choc égale la somme de la quantité de mouvement des deux particules après le choc. Alors ici, donc, on a la somme de l'énergie cinétique des deux particules avant le choc égale la somme de l'énergie cinétique des deux particules après le choc. 1 demi M1V à carré plus 1 demi M2V2 carré est égal à 1 demi M1V'1 au carré plus 1 demi M2V'2 au carré. Alors, donc, l'objectif, c'est de déterminer les deux vitesses V'1 de composantes V'1x, V'1y, V'1 de z et V'2 de composantes V'2 de x, V'2y, V'2 de z de l'état final. Alors, on a donc 6 inconnus pour 4 équations. Ici, on a 2 équations. Comme le choc se produit alors dans un plan, donc on a la troisième équation, ça correspond à V'1 de z égale à 0 et V'2 de z égale à 0. Donc on a 2 équations ici qui sont issues de la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique et de V'1 de z égale à 0 et V'2 de z égale à 0. Donc on a 6 inconnus pour 4 équations. Donc, comme
on a plus d'inconnus que d'équations. Les vitesses finales ne sont pas univoquement déterminées. Alors, pour résoudre les problèmes, on doit se donner des paramètres supplémentaires. Alors, KO M1 et M2 identiques, ça veut dire les deux particules 1 et 2 sont identiques, et la particule 2, elle est au repos, ça veut dire que V2 égale à 0. Donc, M1 égale à M2 égale à M, et V2 égale à 0. Alors, ça, c'est la particule 1, de masse M1 égale à M, de vitesse V1. La particule 2 au repos de vitesse V2 égale à 0. Donc la particule 1 entre en collision avec la particule 2. Alors après le choc, les deux particules alors ont des vitesses, la particule 1 elle a une vitesse V'1 et la particule 2 elle a une vitesse V'2. Donc ça c'est l'état initial avant le choc, ça c'est l'état final après le choc. Donc l'objectif c'est de déterminer V'1 et V'2. Alors ici, donc ça c'est la conservation de la quantité de mouvement. M1V1 égale à M1V'1 plus M2V'2, comme M1 égale à M2 égale à M et V2 égale à 0, donc simplifié par les masses. Ici c'est la conservation de l'énergie cinétique 1 demi M1V carré, V1 carré égale à 1 demi M1V'1 au carré plus 1 demi M2V'2 carré. Donc comme M1 égale à M2 égale à M, donc on aura cette équation. Alors, en faisant le carré de la norme de 3, V1 au carré égale à V'1 au carré plus V'2 au carré plus 2 fois le produit scalaire de V'1 fois V'2. Alors, en faisant l'identification de l'équation 5 avec l'équation 4, V1 au carré égale à V1 au carré. Alors, on déduit que V'1 fois V'2 égale à 0. Ça veut dire que la vitesse V'1 de la particule 1 après le choc, elle est perpendiculaire à la vitesse de la particule 2 après le choc. Donc, on a cinquième donnée. Alors, introduire une donnée supplémentaire θ pour résoudre le problème. Alors, on a donc les deux vitesses X sont orthogonales. Donc, ça veut dire que le produit scalaire égale à 0. Donc, ça veut dire que l'angle entre V'1 et V'2 égale à pi sur 2. Donc, il est égal à θ plus θ', ce qui implique que θ' égale à pi sur 2 moins θ. Alors, en faisant la projection donc, de la quantité de mouvement suivant l'axe EX, alors V1 égale à V'1 cos θ, plus V'2 cos de θ', θ' c'est P sur 2 moins θ, donc on aura c'est V'1 cos θ, cos P sur 2 moins θ, c'est V'2 sinus de θ. Alors, ici, je reviens à la figure ici, la projection de la particule 1, donc ici c'est de la quantité de mouvement de la particule 1, ça donne V1. Alors la projection de quantité de mouvement, donc ici de la particule 1 après collision, ça donne, donc c'est V'1 fois cos θ. Et également ici, ça donne, donc ça c'est V'2 fois cos de θ' avec θ' égale à pi sur 2 moins θ. Alors pour la projection selon OY, alors on a donc la particule 1, il a une vitesse selon l'axe OX, donc projection selon Y égale à 0, donc égale à V'1 sinus θ, c'est la projection de la quantité de mouvement de la particule 1 après le choc selon OY, moins V'2 sinus de θ' qui est égal à pi sur 2 moins θ, ce qui donne 0 égale à V'1 sinus θ moins V'2 cos de θ. Alors, donc, ici, on multiplie l'équation 6 par cos θ et l'équation 7 par sinus θ et on fait la somme. Donc, ce qui donne V1 cos θ égale à V'1 cos carré de θ plus V'2 sinus θ cos θ plus V'1 sinus carré de θ moins V'2 cos θ sinus θ. Alors, ces deux dernières quantités s'annulent. Ce qui reste, c'est que V1 cos θ égale à V'1 cos carré θ plus V'1 sinus carré θ. Cos carré θ plus sinus carré θ, ça donne 1. Donc, on aura V'1 égale à V1 fois cos θ. Alors, de même, pour déterminer V'2, on multiplie l'équation 6 par sinus θ et l'équation 7 par cos θ et on fait la différence. Donc, 6 fois sinus θ, ça donne V1 sinus θ.
égale à V'1 cos θ sinus θ, plus V'2 sinus carré de θ, moins V'1 sinus θ fois cos θ. Alors, moins, ça donne plus, donc plus V'2 cos carré de θ. Alors, V'1 sinus θ cos θ moins V'1 sinus θ cos θ, ça donne 0. Sinus carré plus sinus cos carré, ça donne C1. Donc, on aura V'2 égale à V1 sinus θ. Donc, en combinant les deux, on aura V'1 égale à V1 cos θ et V'2 égale à V1 sinus θ. Donc, connaissant la vitesse V1 et la vitesse V1 de la particule 1, avant le choc, et pour une valeur donnée de θ, on peut déterminer les vitesses des deux particules après le choc. Alors, cas d'un choc direct, ça veut dire choc central ou de plein fouet ou frontal. Alors, un choc indirect, c'est que tout se déroule sur un même axe. Les vitesses de l'état initial et de l'état final sont collinéaires et le nombre d'inconnus est réduit à 2. Alors, ça, c'est la particule 1 de vitesse V1, M1 égale à M. Alors, la vitesse V2, M2 égale à M. Donc, choc. Donc, après le choc, les deux particules donc, auront vitesse V'1 et V'2 dans le même sens. Donc, avant le choc, après le choc. Alors, ici, c'est la conservation de la quantité de mouvement. M1 V1 plus M2 V2 égale à M1 V'1 plus M2 V'2. Donc, ce qui donne M1 facteur de V1 moins V'1 égale à moins M2 V2 moins V'2. Alors ici, donc, on a conservation de l'énergie cinétique, 1 demi M1 V1 au carré, plus 1 demi, donc M2 V2 carré est égal à 1 demi M1 V'1 au carré, plus 1 demi V'2 au carré. Alors on a V1 moins V'1 facteur de V1 plus V'1 égale à V1 au carré moins V'1 au carré, donc ce qui donne cette équation. Alors en faisant le rapport ici de 11 sur 10, on aura donc V1 plus V'1 égale à V2 plus V'2. Donc ici, on simplifie par V1 moins V'1, ici par V2 moins V'1, ce qui est donc V1 plus V'1 égale à V2 plus V'2. Alors, en remplaçant V'2 dans 10 ici, donc on va calculer V'2 en fonction de V'1 et on va obtenir uniquement une équation uniquement de V'1. Donc, on peut déterminer V'1. Donc, à partir de 10, on peut déterminer V'1 qui est égal à 2M2V2 plus M1 moins M2V1 sur M1 plus M2. Alors, en remplaçant V'1 par son expression, on trouve que V'2 égale à 2M1V1 plus M2 moins M1V2, M1 plus M2. Donc, connaissant la vitesse V1 de la particule 1 et la vitesse V2 de la particule 2 avant le choc, on peut déterminer la vitesse V'1 de la particule 1 et la vitesse V'2 de la particule 2 après le choc. Alors, on va traiter des cas particuliers. Alors, c'est M1 égale à M2. Alors, V'1 égale à V2 et V'2 égale à V1. On constate alors que les particules ils changent leur vitesse. Alors, donc ici, je reviens ici. C'est M1 égale à M2. Cette quantité devient égale à 0. Donc, on aura ici V'1 est égal à 2M2 sur V2 sur M1 plus M2, ce qui donne 2M1. On simplifie, donc ça donne V'1 égale à V2. De même ici, M2 égale à M1, donc cette quantité est égale à 0. On aura donc V'2 égale à V1. Alors ainsi, c'est la particule de masse M2 immobile, ça veut dire en plus si V2 égale à 0 avant le choc. Alors la particule de masse M1 s'arrête après le choc, sa vitesse V'1 égale à V2 égale à 0, et la particule 2 est éjectée avec la vitesse qu'avait la particule 1, ça veut dire que V'2 est égal à la vitesse de la particule 1 avant le choc. Alors CM1 il est différent de M2, et la particule de masse M2 immobile, ça veut dire que V2 égale à 0. Alors on aura V'1 égale à M1 moins M2 fois V1 sur M1 plus M2, et V'2 égale à 2M1 V1 sur M1 plus M2. Alors, donc, CM1 il est très inférieur à M2. On a déjà déterminé V'1 qui est égal à cette quantité. Donc, on va négliger M1 devant M2.
Ça veut dire ici c'est M1 va tendre vers 0. Donc ce qui reste c'est 2M2V2 moins M2V1. On va négliger ici M1 devant M2. On va simplifier sur donc, par M2. Donc ça donne c'est 2M2V2 moins M2V1 sur M2. On simplifie par M2. Donc ce qui donne 2V2 moins V1. De même ici V'2 égale à cette quantité. Donc on va négliger M1 devant M2. Donc ça c'est 0. Il reste ici M2V2. Alors ça c'est 0, ça c'est 0, on simplifie par M2, donc ça donne V'2 égale à V2. Alors si en plus la particule de masse M2 est mobile, ça veut dire que c'est V2 égale à 0, alors on aura donc V'1 égale à 0 moins V1, c'est moins V1, et V'2 égale à V2 qui est égal à 0. Alors ça c'est la particule 1 de masse M1, entre en collision avec la particule 2 qui est au repos. Donc, après la collision, donc, la vitesse de la deuxième particule est non nulle et la vitesse de la particule 1 est en sens opposé à la particule 1 avant le choc. Donc, V'1 égale à moins V1. Avant le choc, après le choc. Alors, si M1 il est très supérieur à M2, alors V'1 égale à cette quantité, ça veut dire qu'on va négliger donc M2 devant M1, M2 égale à 0, ici M2 égale à 0, ici M2 égale à 0, ce qui donne V'1 égale à V1. De même ici, on va négliger donc M2 devant M1, donc ça c'est 0, ça c'est 0. Donc on simplifie par M1, on obtient V'2 égale à 2V1 moins V2. Alors si en plus la particule de masse M2 est immobile, ça veut dire V2 égale à 0, alors V'1 donc il est égal à V1 et V'2 égale à 2V1. Donc ça c'est la particule 1 de vitesse V1. Elle entre en collision avec la particule de haut repos. Alors après le choc, donc la vitesse de la particule 1 aura la vitesse V'1 qui est égale à V1 et la vitesse de la particule 2, V'2 égale à 2 fois la vitesse V1. Donc avant le choc, après le choc. Cas où la particule 2 il est au repos dans R, ça veut dire V2 égale à 0. Alors ça c'est la particule 1 de masse M1 de vitesse V1, particule 2 de masse M2 de vitesse V2 égale à 0, donc au repos. Donc la particule 1 entre en collision avec la particule 2. Après la collision, la particule 1 à la vitesse V'1 et la particule 2 à la vitesse V'2. Θ1 c'est l'angle entre l'axe OX et la vitesse V'1. Θ2 c'est l'angle entre l'axe OX et la vitesse V'2. Donc ça c'est l'état initial avant le choc, état final après le choc. Donc l'objectif toujours c'est de déterminer V'1 et V'2 après le choc. Alors ici donc c'est la projection de quantité de mouvement selon l'axe OX et selon l'axe OY avant et après le choc. Donc ça c'est M1V1, c'est la quantité de mouvement avant le choc de la particule 1, égale à M1V'1 cos θ1. Donc ça c'est la projection de la quantité de mouvement de la particule 1 selon l'axe OX. Donc ça donne c'est M1V'1 cos θ1 plus M2V'2 cos de θ2. Alors selon l'axe OY, donc la particule 1 n'a pas de vitesse avant le choc selon l'axe OY. Donc on aura 0 qui est égal à M1V'1 sinus θ1 moins M2V'2 sinus de θ2, ce qui donne M1V'1 sinus θ1 est égal à M2V'2 sinus de θ2. Alors la conservation de l'énergie cinétique, ça donne 1 demi M1V1 carré, l'énergie cinétique avant le choc, V2 égale à 0, est égal à l'énergie cinétique après le choc, c'est 1 demi M1V'1 au carré plus 1 demi M2V'2 au carré. Alors les équations 12 et 13 peuvent se réécrire comme donc M1, on va factoriser par M1, facteur de V1 moins V'1 cos θ1 est égal à M2, V'2 cos θ2, M1 V'1 sinus θ1 est égal à M2 V'2 sinus de θ2. Alors on va faire le carré de 15 plus 16, ça donne M2 au carré V'2 au carré cos carré de θ2 est égal au carré de cette quantité.
plus cette quantité-là. Donc on aura m2 au carré v' de cos carré θ 2 plus m2 au carré v' de sinus carré θ 2 égale au carré de cette quantité plus m1 v' au carré sinus au carré de θ1. Alors ce qui donne donc que m2 au carré v' de carré est égal à m1 au carré v' au carré plus m1 au carré v' carré moins 2m1 au carré v1 v'1 cos de θ1. Alors en injectant cette équation dans l'équation 14 qui correspond à la conservation de l'énergie cinétique. Donc on va remplacer ici alors m2 fois v'2 au carré. Alors on obtient donc une équation de second degré en v'1. Donc une fois que on remplace alors v'2 dans cette équation, on aura une équation uniquement de la vitesse de v'1, alors qui peut être exprimée en fonction de m1, m2 et de v1. Alors, ce qui donne, donc, on obtient cette équation-là. Donc, il s'agit d'une équation de second degré en V'1. Donc, on peut déterminer ici V'1 en résolvant cette équation de second degré. Une fois qu'on a déterminé V'1, on peut déterminer V'2. Donc, la résolution de cette équation nous permet d'obtenir la vitesse V'1 de l'état final en fonction de paramètres θ1 et après, on peut déduire V'2. Alors, on va passer au deuxième cas, c'est choc inélastique, définition. Alors, on parle d'un choc inélastique lorsqu'il y a dissipation de l'énergie, ça veut dire perte d'énergie lors de la collision, pas de conservation de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique initiale des particules qui entrent en collision est totalement en partie convertie en énergie interne dans au moins une des particules. Alors, c'est-à-dire que la conservation, ici la somme de l'énergie cinétique des deux particules avant le choc, égale la somme de l'énergie cinétique des deux particules après le choc, plus une quantité U. Avec U, c'est la variation de l'énergie cinétique du système avant et après le choc. Donc, si on détermine V'2, V'1, on peut déterminer U qui est égal à delta de EC avant le choc moins delta de EC après le choc. Alors, si E il est positif, ou bien E il est positif, si la collision, il dégage de l'énergie cinétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est l'exo énergétique. Alors, E négatif, ça veut dire si la collision, il absorbe de l'énergie cinétique, ce qu'on appelle, c'est l'ondo énergétique. Alors, choc complètement inélastique, ou bien ce qu'on appelle, c'est choc mou. Alors, lors d'un choc mou, les deux particules mises en jeu restent liées après le choc et se déplacent à la même vitesse finale. Donc, les deux particules, elles restent liées et se déplacent à la même vitesse finale. Ça veut dire que V'1, la vitesse de la particule 1 après le choc égale à la vitesse de la particule 2 après le choc égale à V'. Alors, conservation de la quantité de mouvement, on a M1V1 plus M2V2 est égal à M1V'1 plus M2V'2. V'1 égale à V'2 égale à V'. Donc, on factorise par V', ce qui donne M1 plus M2V'. Donc, on peut déduire facilement V'1 en fonction de V1, V2 et de M1 et M2, ce qui donne alors V' égale à M1 V1 plus M2 V2 sur M1 plus M2. Alors la quantité d'énergie dissipée lors de la collision, donc s'écrit delta de EC égale à E'C moins EC1 plus EC2. Donc ça c'est l'énergie cinétique après le choc moins la somme de l'énergie cinétique des deux particules avant le choc, ce qui donne donc est égal à 1 demi M1 plus M2 V' au carré moins 1 demi M1 V1 carré plus 1 demi M2 V2 au carré. Alors après tout calcul fait, on obtient delta de EC égale à moins 1 demi M1 M2 sur M1 plus M2 V2 au carré plus V1 au carré moins 2V1 fois V2 qu'on peut écrire sur une forme réduite, c'est moins 1 demi mu V relative au carré avec mu c'est le produit de M1 M2 sur M1 M2, ce qu'on appelle c'est la masse réduite, et V relative en vecteur, c'est V2 moins V1, c'est la vitesse relative de la particule 2 sur la particule 1. Alors, choc complètement inélastique, choc non, ça c'est la suite. Alors, c'est le poids matériel M2 et en plus c'est le repos. Ça veut dire que V2 égale à 0. Donc, on obtient V' égale à M1 V1 sur M1 plus M2. Alors, ça c'est la particule 1 de vitesse V1 de masse M1. Particule 2 au repos V2 égale à 0 de masse M2. La particule 1 entre en collision avec la particule 2.
On remarque ici que les deux particules, donc ils restent liées, se déplacent à la même vitesse. V1 égale V'1 égale à V'2 égale à V'. Donc avant le choc, après le choc. Alors la variation de l'énergie mécanique cinétique, delta de EM égale à E'M, alors c'est moins EM, qui est égal à delta de EC, est égal à moins 1 demi, mais V1 au carré, alors il est négatif, donc il y a une perte d'énergie mécanique. Alors on définit ici le coefficient de restitution, E est égal au module de V'2 moins V'1 sur V2 moins V1. Alors si E égale à 0, le choc il est mou. E égale à 1, ça veut dire U égale à 0, ça veut dire on a conservation de l'énergie cinétique. On a donc un choc élastique. Si E est compris entre 0 et 1, alors on a le choc il est inélastique ou intermédiaire. Et merci pour votre attention.